d'abord, je tiens à te remercier, Bernard, d'avoir accepté de faire cette interview avec moi. J'espère que tu vas bien. Et je vais te laisser te présenter parce que moi, on est sur ma chaîne YouTube, les gens me connaissent. Et donc, je vais te laisser toi te présenter. Donc, comment tu as commencé le trading? Bonjour Sofiane, salut à tous. Ben, écoute, je te remercie donc déjà pour ton invitation, c'est vraiment très sympa. Alors moi, j'ai commencé le trading il y a maintenant plus de 28 ans, donc ça fait un petit moment quand même tout ça. Bon, j'avais fait des études supérieures, j'avais fait une école de commerce. J'aurais pu, avec une option finance, j'aurais pu, après l'école de commerce, intégrer le cursus classique, en fait, une banque, hein, je veux dire, pour poursuivre, voilà. J'ai d'ailleurs des collègues qui l'ont fait. Moi, j'avais déjà une appétence plus que poussée pour la liberté, pour la responsabilité, ce qui peut sembler fou. Et donc, j'avais envie et j'étais vraiment passionné de bourse, de marché. Mais ce qui m'intéressait, alors évidemment, hein, soyons clairs, parce qu'on s'intéresse à la bourse, c'est parce qu'on s'intéresse au fric, hein, je veux dire, bon. Mais ce qui m'intéressait quand même, le vrai moteur, je crois, j'espère quand même, c'était essayer de découvrir le fonctionnement, c'est-à-dire pourquoi ça monte, pourquoi ça baisse, et voilà. Bon. Et en fait, ce qui me faisait peur, si j'avais intégré le cursus classique, aller rentrer dans une banque après des études supérieures, c'est qu'on me fasse des gros chèques tous les mois, et que du coup, que je devienne feignant, et que je ne cherche plus à comprendre. Donc là, j'ai fait un gros pari. Ce gros pari, c'était de ne pas suivre le cursus classique. Alors, si j'avais eu du fric, ça aurait été simple. Hein. Si j'avais eu, je ne sais pas, voilà, une famille fortunée ou je ne sais pas quoi, ben, ça aurait été simple. Ce n'était pas le cas. J'allais bien, mais j'étais pas, je n'avais pas donc en fait un capital pour jouer en bourse. Donc j'ai créé en fait une boîte dès la sortie de mes études sur un domaine qui n'avait absolument rien à voir, une boîte qui n'a jamais été une très très grosse boîte, mais que j'ai tenue en gros 3 ans après mes études. Et ce qui m'intéressait avec cette boîte, c'est qu'elle pouvait générer des revenus réguliers. Donc dès la 3e année, j'ai commencé à lâcher la boîte pour me contenter des petits revenus réguliers, hein, nettement moins que ce que j'aurais eu après 3 ans si j'étais dans une banque, hein, je veux dire, mais bon, voilà. J'avais fait le choix de dire, je fais des études, mais ce n'est pas grave, j'aurai peut-être un jour les revenus que je souhaite, mais je veux vivre mon rêve, mon objectif, je veux aller où je veux, et puis voilà. Et donc, 3 ans après, ben, je me suis mis à commencer à faire les premiers investissements en fait en bourse. J'avais pu avoir, grâce à cette boîte, un premier petit capital qui n'avait rien de gros, mais voilà. Donc, je m'y suis mis. J'ai démarré avec les options, rapidement avec les futurs, à une époque où ben, la plupart de ceux qui t'écoutent ne peuvent pas comprendre ce que c'est, parce qu'Internet en était à ses débuts. C'est-à-dire qu'on avait ce qu'on appelait à l'époque un modem 56K. Alors là, pour les plus anciens, ça va faire, mais pour les autres, rien. On payait la connexion 1 franc la minute. On restait pas très longtemps en fait en connexion, et etc., etc. Et les courtiers Internet n'existaient pas. Donc, il fallait passer par les anciennes sociétés de bourse, donc qui commençaient à avoir des accès, on va dire, en fait, online. Voilà. Donc, bon, vieille époque. Et le premier vrai courtier qui sort, c'est Fimatex. Fimatex, peut-être que le nom ne vous dit rien, mais c'est l'ancêtre de Boursorama. Voilà. Voilà comment j'ai commencé. Ok, donc ça c'était début. Et donc tu m'as dit que donc, quand tu as créé ta boîte, c'était donc une boîte indépendante, c'était un fonds de gestion, tu gérais le portefeuille de clients, ton propre portefeuille à toi. C'était quoi comme boîte exactement? Ce que j'ai fait juste après mes études. Oui, c'est ça. Après, tu as dit que tu avais fait des études, par la suite, tu as créé une boîte et tu tradais sur option, puis tu es passé sur futur.
la boîte en question, c'était ton fonds, c'était un fonds d'investissement, c'était une gestion de portefeuille? Alors, la boîte en question n'avait rien à voir avec la finance, c'était juste créer une boîte pour avoir des premiers revenus, faire des économies au maximum, créer un capital, m'assurer une petite rente, donc un petit revenu régulier qui me permette de me consacrer à ce que je voulais faire, la bourse. Donc en fait, les 3 premières années, en gros, je fais tout à fait autre chose que ce que je veux faire, mais avec un objectif clair, c'est que dès que je pourrai, je me lance en individuel, ce qui à l'époque était fou, mais bon. Ok, donc ça c'est ce que tu avais, ça c'est tes débuts. Donc tu as commencé par créer quelque chose qui n'avait pas vraiment à voir avec le milieu du trading. Et par la suite alors, comment tu as commencé dans le milieu du trading? D'accord. Alors, ensuite, donc, tout simplement, j'ai ouvert mon premier compte de courtage chez le courtier Varny. Donc, certains doivent encore connaître. C'était une ancienne société de bourse. Tout de suite attaqué avec les options et les futurs. Donc, là, ce qui peut intéresser certains, je pense, c'est que si j'attaquais avec les options et les futurs, c'est que je voulais réussir très vite, très fort. Évidemment, aujourd'hui, je conseille de faire tout à fait l'inverse. On se forme, on apprend, on est calme, on gère son risque. De toute manière, il n'y a aucun doute sur les marchés, plus on va aller vite, et plus la probabilité que l'on aille vite vers le bas, plus on a de probabilité de se foutre en l'air. Voilà. Donc, la chance que j'ai eue, ou la chance, ou je sais pas, ou la motivation, ou ce qui a fait que j'étais prêt à, c'est que j'avais une motivation de fou, que je m'étais dit, quoi qu'il arrive, et quoi qu'il en soit, je réussirai. Parce que vu ce que j'avais fait après mes études, en fait, c'était revenir à brûler ces vaisseaux, selon l'expression. C'est-à-dire que après tes études, lorsque tu refuses un gros travail, lorsque tu refuses le parcours que la plupart des jeunes diplômés ont, aller se faire récupérer dans une boîte, c'est très compliqué. Voilà. Donc j'avais brûlé mes vaisseaux, je savais que le retour en arrière était juste impossible et que donc il fallait que je réussisse. Et donc comme je voulais réussir, j'ai très vite compris que le chemin que j'empruntais de vouloir réussir très vite, c'était une erreur. Voilà. Et donc j'ai très vite compris que le levier, c'était mon ennemi tant que je ne serais pas très expérimenté. Et j'ai très vite compris que la gestion du risque, que la protection du capital que j'avais mis 3 ans à créer, était le plus important. Car c'est très facile en bourse de détruire en une seule journée ce qu'on a mis 3 ans à créer, je veux dire. Donc voilà, donc jouer en bourse, c'est un terme que j'aime pas. On est là pour travailler. On peut rêver, il faut rêver. Enfin, moi, ce que j'ai fait, j'ai réussi, je veux dire, donc écoute, à 50 ans, j'ai réussi à signer tous les rêves que j'avais, on va dire, lorsque j'étais étudiant, vraiment. Sauf que j'ai réussi ces rêves en étant plus que sérieux et raisonnable, en fait, lorsque je faisais, je veux dire, en fait, au quotidien. Si l'on rêve, mais qu'on ne met pas en face de vrais éléments, réussir, c'est quand même très compliqué. C'est clair. Et quand tu as travaillé sur options futures, tu as appris ça sur le tas? Ou alors, comment tu as fait pour apprendre? Parce que les options, c'est un produit qui est hyper complexe par rapport au futur. Les options, il faut connaître, faut bien savoir les maîtriser. Ça coûte cher, ça coûte beaucoup plus cher que les contrats futurs. Et donc, toi, pour pouvoir les utiliser et pour en faire des stratégies, quel parcours tu as dû suivre pour en arriver à pouvoir utiliser correctement des options et des contrats futurs? D'accord. Alors, donc déjà, mes études options finance m'avaient préparé, je veux dire, effectivement, à ce que je travaille sur tous ces produits-là, même si à l'époque, on n'était pas à fond sur tous ces produits-là, quand même, on les avait étudiés de manière sérieuse. Et après, pour faire du trading proprement dit, effectivement, moi, je me suis préparé moi
Sachant là aussi qu'à l'époque, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas Internet comme il y a aujourd'hui, il n'y avait pas en fait Amazon pour acheter tous les livres aux États-Unis. Autrement dit, l'information était une denrée rare, là où aujourd'hui je me bats contre le trop-plein, puisqu'en fait ceux qui vont débuter sur les marchés ont en fait un problème de trop-plein, hein, parce qu'il y a trop de chaînes YouTube, il y a trop de sites internet, il y a l'information vient, va, enfin bref, c'est devenu une immense nébuleuse, ce qui fait que certains vont passer plus de temps à écouter, à être spectateurs plutôt qu'à réfléchir réellement en fait eux-mêmes. Mais à l'époque, je suis désolé, ça fait vieux con, mais c'est vrai, à l'époque, de manière claire, l'information, c'était vraiment très très rare. Donc ça, c'était l'inconvénient, il fallait creuser et chercher. Bon. Après, moi, j'avais des amis qui étaient, eux, à salle de marché. J'avais des amis qui étaient donc en fait au Matif, etc. Donc c'est vrai que j'avais fait des études supérieures, donc ça aide. Et après, donc par contre, le fait que l'information soit rare, ça oblige vraiment à réfléchir. C'est tout. Et donc tu avais dû, entre guillemets, comme tu n'avais pas accès à ce flux de données comme on a aujourd'hui, ou comme tu as dit, c'est une facilité, il suffit de commander un livre sur Amazon, même si ça va être très matheux, il y aura beaucoup de formules avec les Grecs, etc. Il y a des formules à comprendre, mais en soi, ça te permet quand même déjà d'avoir une idée aujourd'hui de manière simple en achetant un livre. Il y a des livres aussi qui sont simplifiés, etc., qui ne sont pas trop matheux. Donc c'était beaucoup plus facile. Mais c'est vrai qu'à l'époque, tu étais obligé de pratiquer pour comprendre. Tu devais tester, faire tes propres expériences pour pouvoir comprendre un peu comment ça fonctionne et avoir un peu de logique, un peu de bon sens pour comprendre en fait, en gros. C'est ça que tu veux dire. Oui, c'est exactement ça. Et si tu veux, en fait, il y a des choses amusantes. Je me suis rendu compte avec le temps qu'il y a des procès sur les prix, sur les configurations, enfin bref, des choses que j'avais créées, inventées, plusieurs années après, au fur et à mesure que l'information était accessible, enfin bref, que voilà, parce que je reste curieux, donc je crois que c'est aussi ton cas, je reste curieux de tout, toujours à la recherche, toujours à l'écoute, je suis toujours très intéressé par les traders, ce qu'ils racontent, enfin bref, c'est un métier qui est extraordinaire, alors il faut rester ouvert, je veux dire, voilà. Et donc c'est très amusant, je vais y arriver à vous le dire. J'ai trouvé des fois dans des bouquins ou des revues ou en discutant avec des traders, par exemple aux États-Unis, des trucs qui existaient depuis très longtemps, dont j'avais jamais eu connaissance, que j'avais créé moi quelques années avant, et j'étais fier en me disant je l'ai créé. Non, non, Coco, tu l'as créé peut-être, mais ça existait, c'est juste que tu ne le savais pas. Ça existait. C'est assez rigolo. Et voilà, mais ça veut dire aussi que lorsque je réfléchissais pas nécessairement, voilà, que ça oblige vraiment. J'ai une expression pour lorsque je forme mes traders, dont notamment en analyse technique, certains croient que tu arrives le matin, que tu regardes le truc, que tu cliques et que tu cliques et que tu trades et puis voilà. Et j'essaye de leur expliquer que le travail du trader, en fait, le travail réel, il est relativement réduit en fait en temps réel, puisque le travail de préparation, lui, est extrêmement long, de préparation, de travail en amont, en aval, donc avant, après, les tests, enfin bref, énormément de choses. Mais le temps où vraiment on trade, ça c'est un temps réduit. Et souvent, en fait, ceux qui perdent font l'inverse. Ils ont un temps de trading, donc en fait, ils sont dans l'action, puisqu'ils pensent que c'est en tradant beaucoup, en étant sur les marchés beaucoup, très longtemps, qu'en fait, ils vont gagner. Ça, c'est une immense erreur. Ça, c'est vraiment une immense erreur. On peut travailler 12 heures par jour, et je dirais il faut travailler, je l'ai fait,
voire plus que ça, avec une expression que j'aime bien, c'est-à-dire s'écorcher les yeux sur les écrans pour comprendre le fonctionnement, le mouvement. Ça oui, mais s'entraîner, le temps de trading doit être un temps, quoi qu'il arrive, relativement court, où on est au maximum de ses possibilités, où on est concentré au maximum, où l'on sait ce qu'on doit faire, où l'on intervient lorsqu'on a le maximum de probabilités, enfin bref, etc., etc. Et ça, ce sont des temps relativement rares. Voilà. Alors que les traders qui perdent, ils arrivent le matin à 7 heures, vont finir des fois le soir à 7 heures, donc en fait à 19 heures, ils croient qu'ils ont travaillé, en fait ils sont en perte, c'est juste qu'ils sont épuisés moralement, physiquement, ils n'en peuvent plus. Et le lendemain, pour ils recommencent, ils sont encore plus épuisés. Et ils reviennent jamais sur leurs erreurs, ils reviennent jamais sur ce qu'ils ont fait, et ils n'étudient jamais le marché. Ça, c'est effectivement vrai. Après, c'est un classique, ça. Il faut avoir de l'ancienneté, prendre du recul pour bien comprendre que c'est un facteur qui revient tout le temps. Ça, dans les débuts, c'est typique. Les personnes pensent qu'au plus je passe du temps sur les graphiques, au plus j'ai d'opportunités et donc au plus j'ai de chances de gagner. Alors que les marchés, qu'on dorme, pendant qu'on dort, ils bougent. Pendant qu'on est en vacances, ils bougent. Ils bougeront tout le temps. Des opportunités, il y en aura tout le temps. Après, il faut être discipliné et pouvoir avoir une méthodologie, une compréhension de marché et intervenir quand ça vaut le coup d'intervenir. Mais quand ça vaut pas le coup, ça sert à rien de rendre au marché ce qu'il nous a donné dans des moments où justement il était apte à nous donner. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Bernard, mais tu dois le vivre tous les jours. Tu as des moments où ta strat, elle est là, il y a tout est bon pour rentrer, ça se passe super bien. Tu n'as pas envie dans 1 heure ou 2 rendre au marché tout ce qu'il t'a donné, sinon tu as bossé pourquoi? Tu t'es fatigué pour rien du tout. Donc et ça, évidemment, ça s'apprend, c'est le côté psychologique. J'ai vu que toi, tu faisais ça avec tes élèves en live. Tu leur parlais du côté psychologique, tu leur parlais de comment gérer une position, etc. On va en parler un peu plus tard dans cette vidéo. J'aimerais, parce que j'ai vu, Bernard, que tu avais, à un moment donné, travaillé à Genève, il me semble, que tu avais travaillé à Genève dans une boîte, je ne sais plus très bien ce que c'était. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Hedge fund, ouais. Alors oui, donc après ça, donc si tu veux, durant, il faut 2-3 ans, j'ai mis pour me dire que je commençais à être assis sans avoir des résultats extra, mais où je commençais à me sortir revenu, donc aussi bien. Et après ça, mes résultats sont montés après de manière régulière. J'étais quand même un trader plutôt agressif. Je dis bien j'étais, puisqu'effectivement, je me rends compte qu'avec le temps, je le suis moins. On va être clair. Avec le temps, avec la facilité, c'est-à-dire que si tu n'as que 20, si tu veux 5 à la fin du mois, tu vas être plus agressif. Lorsque tu as 100 et que tu veux 5 à la fin du mois, le 5, tu le fais plus facilement. Donc voilà, c'est une évidence folle. Et même mieux, c'est que tu fais 10 sans le reconnaître fort. Voilà. Bon, ça, c'est hélas, bon, voilà. Mais effectivement, au début, il faut savoir être agressif, sauf si on est. Bon. Donc, comme ce n'est pas mon cas, il a fallu que je sois agressif. Je peux encore être très agressif, mais en ciblant, c'était juste ce que tu faisais remarquer juste avant. Voilà. Donc, j'ai commencé à me faire connaître et sur Internet, j'accompagnais des traders, etc. Et il s'avère que Genève, enfin, une société de gestion, lançait à Genève un fonds, un hedge fund, les fameux hedge funds, et cherchait à recruter des traders individuels ayant au moins 3 ans de résultats positifs, si possible 5. Les recruter avec un objectif clair de se dire qu'un trader individuel qui a réussi, qui gère son argent, gérera mieux qu'un trader professionnel salarié qui, lui, ne vise que ses primes et tout ce qui va avec. Puisqu'évidemment, lorsque tu es salarié, les exemples, on ne va pas citer ici de nom, mais les exemples ne manquent pas.
de traders qui ont fait sauter une banque, qui ont essayé pour d'autres. Et bref, c'est facile. Hein. Lorsqu'on te donne 100, 200, 300, voire plus que ça, tous les ans, si une année tu fais péter, mais que tu as survécu 3, 4 ou 5 ans, bon, ben ça va. Bon. Donc, alors que lorsque tu es un trader individuel, le jour où tu fais sauter ton capital, il faut que tu changes de métier, mon gars. Donc, c'est vrai que sur le fond, c'était bien. Donc, en fait, un des traders que j'accompagnais, que j'avais formé, etc., mais de manière, on va dire, très amicale, comme ça, apprend ça, va à Genève, suit toutes les épreuves, etc., suit les thèses, montre ses résultats, il se fait recruter. Et on était devenus donc très amis, si tu veux. Et vu qu'il savait que je traînais mieux que lui, enfin, que mes résultats étaient supérieurs aux siens, il voulait que je le rejoigne à Genève. Moi, à cette époque, je commençais à être très à l'aise, le trading allait très bien, tout allait bien, je m'amusais. J'étais plutôt sur un mode de tout va bien après l'avoir ché durant de longues années pour arriver à avoir ce que je voulais en volume, etc. Donc, je commençais à être libre de faire ce que je voulais lorsque je le voulais. Donc, aller rejoindre un fonds pour regagner, enfin, pour faire plus de fric et pour me retrouver avec des contraintes, une hiérarchie, etc., avec des clients, ce n'était pas nécessairement ce que je voulais. Donc, il est rentré là-bas, il l'a fait à peu près tous les mois, il me disait viens, 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 je ne voulais pas. Et au bout de 7-8 mois, j'ai fini par... Excusez-moi. Et au bout de 7-8 mois, j'ai fini par lui dire oui. Donc, j'y suis allé. J'ai montré tous les résultats, etc. J'ai été pris. Bon, enfin bref. Puis après, je le fais vite. La suite a fait que durant les premiers mois, je peux être donc un trader très agressif, mais je suis un trader très agressif avec le fric que j'ai gagné. Et c'est pas parce qu'un fonds me pose sur la table plusieurs millions à trader que je vais jouer. Voilà. Jouer, je ne sais pas ce que c'est. Donc, durant plusieurs mois, je tradais peu, je ciblais, je gagnais peu, mais j'étais en gain. Bon. Et les autres traders, on était sur une période de marché où les marchés étaient plutôt compliqués. Les autres, ils envoyaient plutôt fort, plutôt lourd. Alors qu'à la base, l'idée, c'était des traders individuels qui soient respectueux, si tu veux, du risque. Et pour tout te dire, chaque fois qu'on se retrouvait à Genève, en fait, en réunion, dans un séminaire, etc., j'étais un peu le mouton noir, se moquer un petit peu du gars du Sud, hein, je suis du Sud, au cas où ça ne se verrait pas, au cas où ça ne s'entendrait pas, qui gérait doucement l'argent qu'on lui mettait à disposition. Voilà. Et en fait, les marchés sont entrés dans une période compliquée, les traders perdaient, moi je gagnais avec des petits leviers, je gagnais, et au bout de 5-6 mois, réunion au sommet à Genève, excusez-moi, parce que non... Je vais y arriver. Excusez-moi. Et donc, au bout de 5-6 mois, réunion, 6 mois et quelques, réunion au sommet à Genève, et en fait, le fonds allait mal, il décide de virer toute l'équipe du fonds. Il me donne la direction du fonds en me disant tu gardes les traders, tu vires les traders, c'est toi désormais qui es responsable des traders. Et c'est toi qui vas prendre en main le trading, tu es le seul depuis 6 mois à être en gain. Ouais.
Donc voilà comment j'ai franchi les paliers, comment en quelques mois je suis passé de statut de trader un peu bouton noir à le directeur du fonds, head of trader, donc à former les traders, puis etc. Et puis après, j'ai géré en tout 3 autres fonds sur la place de Genève durant une grosse dizaine d'années. Ce qui m'a plu, c'est que j'étais relativement libre. C'est-à-dire que si j'avais été sous contrainte, ça ne m'aurait pas plu. C'est pour ça que j'hésitais autant. Et ce qui m'a plu, ça a été vraiment ça. C'est-à-dire que j'étais libre, vraiment. C'était moi qui choisissais la politique du fonds, les produits que j'utilisais, les supports sur lesquels je tradais. Je faisais tout. Il fallait juste que je le fasse acter, que les mémorandums soient faits en fonction de ce que je disais moi. Et puis voilà. Puis j'étais suivi. Bon, les résultats étaient là quand même. Donc évidemment que ça aide si tu veux. Et puis voilà, c'est une expérience très intéressante. Et ce qui est clair, c'est que plus on trade de fonds, plus la taille du fonds devient importante. C'est un peu comme quand tu fais du sport dans une salle avec 3 spectateurs, tu n'as pas une immense pression. À 300, tu commences à entendre du bruit. À 3000, tu n'entends plus à côté. Et puis à 30 000 ou à 100 000, là, c'est en plein dedans. Et donc, effectivement, lorsque tu trades 100 000 balles ou 1 million ou 10 millions ou 50 millions ou 100 millions, effectivement, lorsque tu rentres sur le marché, que tu le veuilles ou pas, le poids n'est absolument pas du tout le même. Donc là, c'est très intéressant. Effectivement, émotionnellement, c'est très intéressant de gérer des grosses tailles. Voilà. Petite astuce que j'avais, puisque souvent, j'avais des traders qui s'écroulaient lorsqu'on leur mettait plusieurs millions entre les mains. Petite astuce que j'avais, c'est que moi, j'ai toujours compté en fait en nombre de points. C'est-à-dire que le risque que je prenais, ce n'était pas un risque en dizaines de milliers ou en centaines de milliers d'euros, c'était en points. On va dire une connerie. Je prends une position sur l'Eurostoxx 50 parce que vu les tailles que j'utilisais, c'était mieux. Si je prenais un risque à 10 points, enfin, si j'avais un risque à temps, ça m'offrait en fait un risque à 5 points ou 10 points ou 100 points en fonction. Mais si tu raisonnes en points, du coup, tu n'as plus... alors, et évidemment que si tu as le nez collé sur le compteur avec qui va défiler effectivement vite, mais ça m'a... Ouais. Et tu raisonnais en RR, en risque-rendement, tu voulais gagner 2 pour un risque de 1, ou tu raisonnais comme ça aussi, ou alors pour ta gestion de position, tu mesurais avant, tu disais voilà, si je risque 10, bah, il faut que j'en gagne 20, 30, 40 derrière. C'est comme ça que tu gérais, toi? Non. Enfin, oui, excuse-moi, oui, mais pas avec les ratios que tu me donnes. En trading, alors en swing trading, donc lorsque je prends, aujourd'hui, je veux dire, comme je le faisais hier avec le fonds, parce que je prends des positions à plusieurs jours, ce que j'appelle le swing trading, je cherche effectivement des risk-reward qui peuvent aller à 3, voire à 4. Ce qui veut jamais dire que je le ferai, mais je cherche que le potentiel lorsque je rentre soit ça. Pour être clair, voilà. Pour être clair, si je mets un stop à 100 points, ben je cherche que le potentiel il soit à 300 points. Voilà. Ce qui me laisse quand même une grosse marge. En intraday, le risk-reward de 2, etc., je considère que c'est une fable. En intraday et en scalping, un bon risk-reward, toutes les études faites et tous les traders qui font du trading et qui sont en gain régulier, on tourne entre 0,8 et 1,2. Donc 1, on va dire autour de 1. Voilà. Donc en intraday, un risk-reward de 1, c'est bien. Maintenant, risk-reward de 1 en réel, ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai pris un risque de 10 points, le gain moyen va être de 10 points. Bon.
Ce qui veut dire que le potentiel que je vais observer lorsque je vais rentrer, il faut qu'il soit supérieur à 1. Parce que si je rentre avec un potentiel juste à 1 à risk-reward, la proba que je le fasse, elle est réduite. Si j'ai par contre un potentiel à 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 2, 3, tu veux, mais la proba que j'arrive à 1, 1,2 est une proba forte. Voilà. Ok. Quand tu travaillais dans les fonds d'investissement, comme je t'ai dit, moi je connais un peu le milieu institutionnel des banques et le fonctionnement des banques. Donc j'ai compris que c'était avec les taux d'intérêt, les chiffres macroéconomiques, les raisonnements des banques et les banques centrales. Donc quand ils ont une politique plutôt sur s'ils vont hawkish ou dovish, s'ils vont monter ou baisser les taux quand ils luttent contre l'inflation. Les événements mondiaux, comment ça réagit sur les marchés d'échange et sur les marchés actions. Ce raisonnement-là, c'est le même côté fonds d'investissement, ou alors dans les fonds d'investissement, vous avez d'autres flux d'informations pour pouvoir faire des stratégies. Ou alors c'est la même chose. Est-ce que les taux d'intérêt vous intéressent, vous les regardez, vous les surveillez, et ainsi de suite, les chiffres économiques, ou alors vous, c'est carrément autre chose que vous faites dans les fonds? Alors, ce que je te disais, c'est que moi, en fait, j'avais la responsabilité du fonds. Donc, j'étais le directeur du fonds et j'étais le directeur de la stratégie du fonds. Donc, je mettais à l'intérieur du fonds et les produits à gérer et la stratégie que je souhaitais moi. Tous les fonds que j'ai gérés ont été en absolute return. C'est-à-dire absolute return, ça veut dire qu'on cherche à faire du gain quoi qu'il arrive. Que les marchés soient en baisse de 20%, que les marchés soient en gain, que les marchés soient en range. Bref, on cherche à faire en fait un gain régulier avec des drawdowns les plus réduits possibles, avec une volatilité la plus réduite possible. Parce qu'il ne faut jamais oublier, des fois, j'ai entendu ici et là des particuliers qui disaient « Ouais, les professionnels, c'est facile ». Pour avoir eu les deux casquettes que je connais bien, lorsque tu es un professionnel, tu as et la pression du marché, et la pression que tu te crées à toi, et la pression du fait que tu vas travailler sur des sommes qui n'ont rien à voir. Et ensuite, tu vas t'ajouter deux pressions supplémentaires, qui est la pression de ta hiérarchie, parce qu'ils sont là. Évidemment, toujours prêt à te féliciter lorsque tout va bien, et toujours prêt à venir te faire une petite tape sur l'épaule. Et s'il commence à y avoir le moindre doute, et alors, là, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et évidemment, la pression des clients qui, lorsque tu leur annonces, on va viser du 20-25% régulièrement tous les ans, avec un max drawdown annuel à 7-8%. Voilà. Ils acceptent, ça va très bien. Mais si au mois de mars, tu es à moins 3%, ils arrivent, ils disent mais ils sont où mes 20%? Et tu on est au mois de mars. 2, on est très loin du max drawdown que nous autorisons. 3, les autres années. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pression de tous les instants à tous les niveaux. Donc, croire que le métier de professionnel est plus facile que le particulier, on a des outils supplémentaires, mais par contre, les tailles que l'on rentre, etc., sont des contraintes supplémentaires, plus un environnement qui fait qu'on est sous pression à tout instant. Donc, c'est fun quand même. Voilà. Après, moi, j'aime la pression, plus il y en a, plus en plaît. Donc, ça va, mais bon. Après, moi, le travail essentiellement en intraday sur les fonds. Donc, ça veut dire essentiellement analyse technique. Voilà. Donc, à titre très personnel, je m'intéresse à l'économie, je regarde les taux, je regarde tout ça. Mais soyons clairs, lorsqu'on trade essentiellement en intraday, tous ces événements-là n'ont pratiquement aucune importance, sauf lorsqu'on va attendre une annonce Fed, BCE, etc. Voilà. Donc, les chiffres de macro, pour avoir travaillé en professionnel essentiellement sur les futurs et sur les options, les chiffres macro, pas très importants, les annonces de taux, pas très importants,
après, sur les swings, donc à plusieurs jours, c'était jamais des positions à très long terme. Bon, à très long terme, je parle plusieurs semaines. Voilà. Donc, tenir compte des taux, je travaillais le taux. Un des futurs que je préfère, c'est le Bund. Donc, effectivement, le Bund, je pouvais le travailler sur le trend à un horizon de plusieurs jours, des fois plusieurs semaines, mais juste voilà. Mais toujours essentiellement sur des horizons en regardant la T. Voilà. Ok. Et quand ça t'arrive, toi, de faire du pricing, je pense pas que ce soit le cas parce que c'est vraiment le trading des banques, c'est vraiment les banques qui font ça. Certains hedge funds, mais qui sont connectés, à mon avis, avec des banques, qui font le pricing. Donc, c'est-à-dire, si jamais il y a une rumeur, une banque centrale qui dit qu'elle changera potentiellement ses taux en juillet, ben, c'est le fait de prendre des options échéant juillet parce que tu prices le fait qu'ils vont changer les taux. Est-ce que tu avais déjà eu ce raisonnement-là auparavant? Est-ce que le pricing existe dans les fonds que tu travaillais ou alors c'est vraiment intraday basé sur l'analyse graphique et tu te calculais pas trop ces trucs-là? Non, alors, je regardais tout ce qui se disait, je regardais, on avait des flux, enfin bref, on avait des flux, j'étais en contact avec d'autres traders, avec des gérants, enfin bref, voilà, donc on discute. Mais moi, j'ai toujours fait très attention dans les prises de décision, c'est très compliqué. C'est très compliqué de baser une prise. Il faut comprendre que le trading, c'est quoi? C'est une prise de décision, c'est tout. Et plus on va ajouter d'éléments pour venir prendre la décision, plus on cherche à se réconforter, à conforter l'idée, la décision, ce qui n'est pas idiot, mais plus en fait on va créer de la volatilité dans le résultat de la prise de décision, c'est-à-dire que pour un nombre à peu près identique d'éléments, de critères de choix pour cette prise, un coup on dira oui, un coup on fera ci, un coup on fera en fait autre chose. Il y a des études très poussées sur le sujet qui le montrent chez les traders, chez les médecins, chez les avocats, chez les juristes, c'est-à-dire que plus on ajoute des éléments pour prendre la décision, plus on se rassure et plus en fait sur le long terme, on voit que les décisions qu'on prend sont plutôt mauvaises. Donc moi j'écoute tout, je suis curieux, je discute, j'entends tout. Lorsque je prends la décision, j'essaye de limiter au maximum le nombre de critères. J'essaye que ces critères soient le plus normatifs possible, parce que plus ils vont être dans des éléments de langage et des possibilités de, et plus aller faire un choix, plus c'est compliqué. Donc j'essaye vraiment que lorsque je prends la décision, l'environnement soit relativement simple. Donc j'écoute beaucoup, etc. Au moment où je prends la décision, je suis seul, j'assume seul, et je veux que les éléments de choix soient simples. Et en faisant ça, c'est en faisant ça que ça marche le mieux. Historiquement, lorsque je reviens sur l'historique, lorsque j'écoute les autres, entre guillemets, ce n'est pas que les autres aient tort, qu'ils aient raison. C'est juste lorsque tu écoutes les autres, ils viennent influer sur ton process de choix, de décision, ça finit généralement mal. Donc j'évite ça. Je vois ce que tu veux dire. Et donc, quand toi, tu travaillais donc dans les fonds, tu avais ton approche à toi et tu essayais de pas trop te brouiller la tête avec des interprétations. Juste, tu regardais ce que ton graphique te disait, tu suis ton instinct et ta stratégie, évidemment, et tu essayes de pas trop te brouiller avec, tu sais, tu vois que dans les banques, etc., ils sont constamment, tu sais, sur les Bloomberg, Reuters, etc., à chercher l'info.
passe énormément de temps à chercher l'info. Toi, c'était plus dans les fonds, c'était plus t'as ton graphique, t'as ta stratégie, t'as tes zones, t'as ton temps, ton laps de temps où tu sais que tu préfères intervenir dans tel laps de temps. Et si c'est là, tu te casses pas trop la tête, tu rentres, tu tentes. C'est plus ou moins ça? Tu as tout compris. Ok. Tout compris. C'est parfait. Oui. Si tu veux, moi j'ai une vision générale du marché macro. On va dire cette année, dès premières réunions avec mes abonnés en janvier, j'ai dit, vu le contexte macro, bon, je ne vais pas le retailler ici, mais bon, tout le monde le connaît, avec l'inflation qui monte, avec les taux qui vont monter, enfin bref, etc. Je dis, au mieux, les indices, ils ont fait des hauts et ils vont descendre, mais ça fait trop longtemps qu'ils montent, ils ne vont pas redescendre comme ça rapidement. Donc, ma philosophie en janvier est simple, je passe vendeur, je suis vendeur, je vais vendre majoritairement, très majoritairement, mais jamais vendre les accélérations vers le bas, jamais vendre les supports, parce que je considère qu'on est vendeur, enfin, qu'on est sur un range plutôt vers le bas, et que donc je vendrai les rebonds, je vendrai les accélérations vers le haut, je vendrai les accélérations et les retournements sur le haut, jamais sur le bas. Une philosophie générale, mais grâce à la macro, on va dire, les taux, etc. Et tant que la macro ne change pas, et la macro a plutôt validé ce scénario-là, élaboré en fait en janvier, même plus que validé, je dis en fait, on va dire qu'au fur et à mesure, le discours est plutôt allé dans ce sens-là. Et tant que le marché, les cours de bourse ne me racontent pas le contraire, donc je monte, je tape une résistance et je redescends, je vois un support et sous le support, puis voilà, il n'y a aucune raison que je change. Et donc, j'ai mon environnement large qui est macro, qui est ma vision globale, et ensuite je l'affine en fait tous les jours lorsque je trade, et sur les actions, hein, parce que je fais aussi les actions, j'ajuste les actions en fonction de cette vision. Voilà. Mais justement, il y a un truc qui est intéressant. Je vais te parler de... Il y a une mode qui est en train d'arriver ici dans le monde francophone, c'est le smart money, qui a été démocratisé, on va dire, par ICT. Bon, c'est le côté américain, donc je pense pas que tu connaisses parce que ça vient vraiment tout doucement de prendre de l'ampleur ici dans le monde francophone, surtout côté jeune, du côté des jeunes, tu vois, des jeunes traders. Merci. Merci à toi. Je suis pas ancien comme toi, tu as 28 ans, j'en ai quand même 10, donc je suis pas un nouveau trader non plus. Donc même moi, je m'y suis intéressé parce que je t'ai dit que j'étais curieux, tu vois, que j'ai mon approche, mais pour autant, ça m'empêche pas de voir un peu ce que font les autres traders, tu vois, j'ai aucune difficulté avec ça. Et donc je m'y suis intéressé, mais je suis autant ancien que toi, t'inquiète pas. Enfin, autant ancien, je suis pas un nouveau trader, quoi. J'ai commencé en 2010, toi, bien. Et donc, ce smart money en question, ils ont mis l'accent sur une théorie qui est que le marché est constamment manipulé et que justement, tu auras des liquidités sur des hauts, des bas, etc. et qu'il y aura beaucoup de fausses cassures pour ceux qui sont fervents des supports résistance. Et donc, que ceux qui veulent trader une cassure de résistance ou une cassure de support vont se faire avoir. Et il y aura souvent le reversal derrière, c'est juste une prise de liquidité et qu'il y a beaucoup de manipulation, etc. Toi qui as travaillé dans un fonds d'investissement et toi qui te dis que quand on casse fortement une résistance, tu attendras de jouer un reversal et pas aller dans le sens de la résistance ou dans le sens du support, c'est ça que tu as dit? C'est ça que tu avais dit, hein? Donc, quand on casse une résistance, toi, tu ne cherches pas à acheter, tu cherches plutôt à voir s'il va y avoir un retour. Alors, c'était et c'est toujours mon opinion depuis début janvier, parce que j'ai considéré qu'on était sur des hauts, qu'on était sur un range, et que, en gros, sur le premier tiers du range, tout ce qu'on tape, sa vocation à aller vers le bas. Donc,
acheter au niveau de résistance alors qu'on est sur un range, qu'on est plutôt baissier selon moi, ce n'est pas faisable. Maintenant, dans un marché qui était haussier jusqu'en septembre, octobre 2021, acheter une cassure de résistance, oui, ça peut se faire. Ok, d'accord. En fait, pour la qualification de la cassure, soit de la résistance ou du support, je le fais en fonction de mon analyse de la dynamique. Si la dynamique haussière est installée, claire, validée, non aboutie, ça fait beaucoup de critères, tout ça, une cassure, et après je vais exiger que la cassure réagisse à plusieurs critères. J'en ai 7. Voilà. Si la cassure, dans cet environnement, il y a systématiquement une notion, est-ce que l'environnement global qui précède est le bon? Et est-ce que la cassure réagit aux 7 critères que j'ai? Si tu valides, tu peux prendre. Si tu ne valides pas, effectivement, le meilleur truc, c'est de voir si ce n'est pas une fausse cassure. Et effectivement, les fausses cassures depuis ces dernières années ont très bien fonctionné. Mais attention, les fausses cassures fonctionnent très bien dans le sens inverse, justement. C'est-à-dire que dans des marchés qui sont haussiers, vendre un support ne se fait jamais. Règle qui est intangible. Dans un marché qui est haussier, un support, même franchi vers le bas, même cassé, est plutôt une occasion de rentrer à l'achat. Voilà. Inversement, dans un marché qui est baissier, lorsqu'on casse une résistance, c'est plutôt faux signal, c'est plutôt un signal de short parce qu'on va redescendre. On a eu le cas sur le CAC et on doit pouvoir le mettre là. Sur le CAC, on avait eu le cas sur les 6800 points, là, tu vois, 29 mars, qui est le point haut. Donc le CAC était monté de 3%, 3,08, sauf erreur. Donc une grosse hausse qui arrivait après plusieurs journées de hausse. Et certains qui n'avaient pas joué cette hausse se disaient oui, nous y sommes, oui, on sort de ce range. Moi, avec les outils que j'utilise, il faudrait que je vire ça, comme ça tu comprendras mieux. On voit bien que le fond est rouge. Lorsque le fond est rouge, acheter la cassure d'une résistance, et dans la plupart des cas, c'est une erreur. Et effectivement, c'est pas... Ouais. Parce qu'en fait, ce jour-là, ce que certains avaient joué, c'était la sortie de ce range de plusieurs journées. Sauf que gros volume, grosse cassure, fin de mois, on s'en moque. C'était juste un faux signal qui était un point haut, puisque le fond, le trend, l'environnement, il était rouge. Donc, il était baissier. Et donc, vraiment, ça c'est... Est-ce que tu pourrais, Bernard, toi, considérer ça comme une manipulation de marché, comme une trappe pour inciter justement les personnes qui ne s'y connaissent pas à rentrer à l'achat alors que le contexte est vendeur? Est-ce que cette logique-là t'est déjà venue à l'esprit en travaillant dans un fonds ou autre? Ça t'est déjà arrivé? Oui, mais si tu veux, le terme de manipulation, si tu veux bien, c'est pas un terme que j'apprécie, puisqu'en fait, le but du jeu du marché, soyons clairs, le marché n'est pas une entité, etc. On va pas. Mais le but du jeu du marché, si je puis dire, c'est de nous tromper, de nous leurrer. Ce n'est pas de nous faire gagner. Donc, il faut raisonner en fait à l'envers, justement. Il faut, d'où le nécessaire travail. Je te parlais de la nécessaire de s'écorcher les yeux sur les graphiques pour justement comprendre, voir ces phénomènes-là. Et si tu le vois, ça veut dire que tu as travaillé, ça veut dire que le marché ne te leurre plus, ne te manipule plus. Le marché est, et son job, effectivement,
oui, je te rejoins, c'est de nous tromper pour nous piéger, puisqu'effectivement, c'est sur les pièges. C'est sur les pièges que le marché va lancer en fait un mouvement, puisque là, effectivement, tout ce qu'ils ont acheté, parce qu'ils n'avaient pas acheté à ce niveau-là, ils n'avaient pas acheté là, ils n'avaient pas acheté là. Le mardi, crack, ils achètent. Le mercredi, ils commencent à être en stress. Le jeudi, stress plus. Et là, ils sont très stressés. Et là, en fait, cette journée du 6 avril, c'est juste ceux qui ont acheté là qui craquent ce jour-là. Parce que les 5 jours suivants, ils résistaient à peu près parce qu'on était encore sur le chandelier. On était potentiellement sur un pullback ancien, enfin, résistance support, donc une inversion de polarité probable possible. Mais du moment que ça casse vraiment, gros stress, ils ont tenu, peut-être même qu'ils ont moyenné, qu'ils ont acheté, bref, qu'ils sont lourds. Et là, ce jour-là, ils craquent, oui. Et donc, du fait qu'ils craquent, ça lance le mouvement. Et ce mouvement-là qui s'est achevé lundi, en fait, il a commencé ici, mieux que ça, il a commencé effectivement sur le piège aux acheteurs, sur ce bull trap. Donc oui, c'est une manipulation, un piège, mais le marché fonctionne comme ça, non pas depuis hier, pour les historiques, beaucoup plus vieux que moi, vu qu'ils sont morts. Donc je parle de Dow, Elliott, etc. Je veux dire, tout ça, il nous l'explique déjà dans le fonctionnement des prix, si tu veux. Au final, les marchés n'ont pas trop depuis un siècle et demi, tu vois. On retrouve les mêmes phénomènes psychologiques, même si je sais bien que certains vont dire il y a les algos, les machins, les horaires. Oui, mais ce phénomène-là, tu prends des graphiques de 1900, le premier gros crack sur les chemins de fer, c'est 1907, enfin bref. Si tu prends, tu vas retrouver ce type de phénomène-là. Je veux dire, voilà, une grosse accélération, un gros climax vers le haut, on attire le chaland, on attire, c'est typique d'une vague syncliotiste, je veux dire, on attire le chaland, on attire l'individuel, le novice, celui qui ne maîtrise pas suffisamment ses émotions, celui qui là, il hésitait parce qu'il avait peur que le marché se retourne, et 100 points plus haut, il y va. Ben non, ben non. En fait, ne jamais oublier que souvent en bourse, c'est rentrer lorsque ça fait mal, que ça fait du bien au final. Parce que c'est lorsque c'est dur, lorsqu'on n'y croit pas, lorsque c'est compliqué, et que tout nous dit qu'il faut y aller, qu'il faut y aller. Lorsque ça semble trop facile, c'est que le marché nous aspire. Le marché ne s'adresse plus à notre rationalité, il s'adresse à nos émotions. Et lorsque le marché s'adresse à nos émotions pour nous faire entrer, généralement, ça finit très mal. Mais tu connais, parce que tu as cité Dow, tu as cité Elliott, etc. Tu connais Wyckoff? Oui. Et qu'est-ce que tu en penses de sa théorie à lui? Parce que lui, c'est lui qui parle beaucoup de manipulation de marché, justement. Est-ce que tu penses qu'il a exagéré ou... Si tu veux, les marchés, encore une fois, intrinsèquement, ils sont manipulés. C'est logiquement, tu as ceux qui savent tout, ceux qui savent moyennement, je te fais un gros trait, ceux qui savent peu, ceux qui savent absolument pas. Or, lorsque tu cliques en bourse, on est tous à égalité à l'instant T. Parce que lorsque tu cliques, même si tu sais tout, même si tu sais rien, tu ignores si le tick suivant, le tick suivant et le tick suivant ira vers le haut ou vers le bas. Voilà. Le seul truc que tu gères mieux lorsque tu as du métier, c'est que tu sais que sur une probabilité, enfin, sur une série de trades larges, tu as un avantage supérieur si tu es entré là ou là ou là. Chose que celui qui arrive sur le marché, il ne le sait pas. Donc, effectivement, ceux qui savent,
et ceux qui savent au plus près, et ceux qui savent avant les autres manipulent nécessairement. Je veux dire, mais le fonctionnement du marché est tel que plus tu es près de la source de l'information et plus tu es gros, donc plus tu manipules, et plus tu es gros, plus tu es prêt, plus il y a de chances que la manipulation soit grosse. Et évidemment que le petit qui ne sait pas, et lui, ne manipulera pas. Donc, oui, c'est vrai, mais c'est intrinsèque au marché, je dirais. Voilà, c'est tout. C'est pas... Alors après, voilà, je ne sais pas. Ici, est-ce qu'on pourrait, on pourrait aller sur ce que tu fais justement toi, Bernard, actuellement. Donc là, on n'est plus sur les fonds d'investissement, ce que tu faisais, ce que tu fais actuellement. Donc tu travailles encore sur options futures ou tu fais que des futurs maintenant? Options, futures, actions, ETF. Ok. Pour les portefeuilles moyen, long terme, je dirais presque pour le plaisir de faire du concret. C'est-à-dire que quand j'achète une entreprise, une action, j'essaye de faire du trading, donc qui est des éléments de trading, mais j'essaye aussi qu'il y ait des éléments micro, macro, sectoriels, etc. Voilà. Ok. Et mais mon trading, excuse-moi, mais mon trading intraday au jour le jour, effectivement, futur. Que futur. Et pour les options, c'est quand tu fais du swing, alors à ce moment-là, que tu veux utiliser des options, c'est quand ça? Ouais, alors je prends des options lorsque j'ai une opinion très forte sur le marché avec un timing très fort. Donc, ça veut dire que je peux passer, soyons clairs, des semaines, voire des mois sans toucher une option. Et typiquement, en dépit de la baisse qu'il y a eu là, les options cette année, j'en fais pas parce que j'avais cette orientation de baisse, mais je n'avais pas, et à ce stade, ça se confirme, une baisse violente, rapide, brutale. Or, les options, si tu baisses sur 6 mois et que tu as pris des options à 3 mois, même si tu as raison, au final, zéro. Donc, lorsque je prends des options, je prends des 2-3 mois généralement, donc je me laisse du temps, mais ça veut dire que le timing, il faut qu'en 4 à 6 semaines, j'ai atteint l'objectif. Voilà. En gros, ce que je cible, et je le fais que sur indice. Pour être clair, j'évite de spéculer, notamment à la baisse, sur les actions. Moi, je trouve que c'est pas très éthique, voilà. Et c'est pas que j'ai eu, mais je trouve franchement qu'on a une activité où on peut se faire plaisir, où on peut faire du fric, où on peut le faire bien, où tous les produits sont là. Ça ne sert à rien de spéculer à la baisse sur une action, sachant quand même que j'oublie jamais que lorsqu'on spécule à la baisse face à une action, tu as une entreprise avec derrière des hommes. Et ça me plaît assez moyen, voilà. Donc, je préfère vraiment, voilà. Ok. Et tu trades, quand tu fais du trading futur, c'est essentiellement sur indice ou tu fais du forex? Alors, j'ai fait du forex, j'ai fait de l'euro-dollar et de l'euro-yen futur. Maintenant, ça fait très longtemps, honnêtement, que j'en ai plus fait. Donc, maintenant, c'est les indices. C'est le CAC, le DAX en Europe, le Bund pour les taux, c'est un des indices que que je préfère. C'est un des plus pros, un des plus réactifs, un de ceux qui, lorsqu'il lance un mouvement, il est dedans, il n'en sort plus, bref, voilà. Et après, j'ai te montre tu parles. Et puis après, les indices américains avec une préférence claire pour le Nasdaq et pour le Dow Jones. Voilà, le S&P 500 pratiquement pas, le S. C'est vraiment pas un futur qui m'a plu, jamais. Et
historiquement, mais il y a plus de 20 ans maintenant, je faisais du Russell 2000, qui était de la foudre, c'est-à-dire que lorsqu'on voulait un truc qui bouge, à l'époque, on était un peu allumé quand même. Donc, c'était fun. Toujours bien gérant son risque, évidemment, mais au moins, on était sur un produit très, très violent. Encore aujourd'hui, hein, le Russell, il envoie hein, à l'Open, franchement, il est parfois plus violent que le Dow, que le Nasdaq, que le S&P. Après, moi, je suis comme toi. Donc, pour les marchés européens, je ne vais pas trader l'Eurostoxx, je vais le prendre uniquement en référence pour faire de la convergence de signaux. Et le S&P, pareil. Je ne vais pas le trader, mais je le regarde pour faire la convergence de signaux. Mais sinon, c'est vrai, pour trader, c'est beaucoup plus plaisant de trader le Dow Jones et le Nasdaq, et le CAC et le DAX. Moi aussi, je préfère rentrer en position sur ces actifs-là, mais ça ne m'empêche pas de regarder l'Eurostoxx pour les Européens et le Bund aussi, et l'euro même, la valeur de l'euro, pour faire la convergence de signaux, et pour les Américains, le Russell, le S&P et le dollar et le ZN, pour faire encore une fois de la convergence de signaux. Mais je ne vais pas rentrer sur ces actifs-là. C'est très rare que je rentre pendant l'Open, par exemple 9h européen ou 15h30 américain. Je vais vraiment trader toujours 2 actifs européens, 2 actifs américains durant l'Open. Et les mêmes que toi, CAC, DAX pour les Européens. Enfin, toi, tu fais du Bund, moi, je le prends uniquement en convergence. Je le regarde, je ne prends pas de position dessus. Et le Dow Jones, le Dow et le Nasdaq sur les US, tu vois. Donc, pour ça, je fais comme toi pour ça. On a eu le même petit, le coup de cœur pour ces actifs-là. Ah, c'est super. Et tu utilises, là je vois, ici tu montes un graphique, tu as mis, c'est tes outils, ça te travaille. Tu utilises ça. C'est ça. Tu as autre chose, tu prends le carnet, est-ce que tu regardes le dôme ou... Alors, je regarde le dôme historiquement. Ouais, c'est vrai que j'étais habitué. Moi, historiquement, je travaillais avec J-Trader. J'étais chez Man Financial. Donc, un dôme qui marchait très bien. Là, je suis avec Interactive Broker, donc en direct, qui marche aussi très bien. Je regarde, après tout va dépendre sur l'unité que je travaille, mais lorsque je rentre souvent limite, souvent on me dit ah bon tu rentres avec un ordre limite. Ben, c'est simple, hein, si tu fais une centaine, je ne suis pas très actif, hein, et plus ça va, plus j'essaye de moins trader, d'optimiser mon temps, d'optimiser mon argent et mon trading pour frapper. On va dire que si je fais quand même une centaine de trades tous les mois, donc 5 jours compris, hein, ça veut dire que tu as des jours où je vais faire 0, puis après, le jour où vraiment j'ai un run, je peux ouvrir un swing et j'ouvre un swing pour plusieurs jours et puis en plus, je le frappe en intraday, je le frappe en scalping et là, je peux en faire 20. Voilà. C'est mon style. Donc, par exemple, j'avais fait le swing short jeudi soir, j'avais ouvert le swing short suite à le reverse fed sur indice que j'ai coupé lundi. M'énervant fort, si tu veux, et effectivement, j'ai roulé, je veux dire, donc beaucoup de positions. Depuis, je considère que j'ai fait le mois, donc je suis en mode safe. Ouais, voilà. Et donc, si tu comptes une centaine de trades, je veux dire, voilà, avec un peu de contrats, écoute, à chaque fois, si tu tapes ton marché ou si tu tapes limite, c'est-à-dire le prix où tu veux rentrer, la différence du spread, 0,5 ou 1 point, ça fait 100 points à la fin du mois. Ça fait 50 à 100 points à la fin du mois. Et 50 à 100 points à la fin du mois pour un prix qui peut être que des fois, effectivement, tu mets en fait au marché, le truc démarre sans toi. Ok. Bon. Sauf que au moins là, je maîtrise tout. Et moi, lorsque je trade, ce que j'aime, c'est maîtriser ce que je peux, ce que je maîtrise pas. C'est-à-dire, une fois que j'ai cliqué, le marché fait ce qu'il veut. Je gère mon risque, je gère ma sortie.
Là, je n'existe plus. Je suis insignifiant dans un océan. Donc, même si tu as un immense ego, j'existe plus. Je suis plus rien. Mais jusqu'à ce que je clique, je suis tout. Je maîtrise tout jusqu'au clic. Et donc, quitte à maîtriser tout jusqu'au clic, je maîtrise le prix auquel je rentre, notamment lorsqu'on rentre plusieurs lots. Et moi, lorsque j'ai rentré des centaines, je veux dire, pro, lorsqu'on rentre plusieurs lots, si jamais on tape marché et que le carnet s'ouvre à ce moment-là, ça peut faire drôle des fois. Tu fais ah ouais, ok. Donc du coup, taper limite, je maîtrise le prix où je rentre, je suis pris au prix où je veux, donc je maîtrise tout. Donc dans 90% des cas, je rentre limite. Il n'y a que vraiment sur des accélérations qui valident ce que je veux. Si je pense que le marché peut clé et que vraiment le mouvement, je veux y aller, où je suis prêt à payer ce que le marché voudra bien, puisqu'à ce moment-là, je sais que bon, mais je n'ai pas le choix. Et toi, justement, aujourd'hui, Bernard, parce que c'est W Invest, c'est ça ton. Ouais. Ouais. Donc, ça, c'est une société que tu as créée. C'est quoi exactement? Alors, donc j'ai quitté le monde de pro fin 2013, début 2014, un petit peu prolongé après, quand même. Parce qu'il y a des anciens clients, des clients que j'avais qui, lorsque j'ai quitté le fonds, voulaient que je continue à gérer leur fonds. Voilà. Mais moi, je voulais arrêter la gestion pro pour vraiment retrouver ma liberté absolue. Je me suis dit, tu vas jouer au golf, tu vas t'amuser, tu vas faire ce que tu veux, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais fait pour tout, sauf pour aller jouer au golf les après-midi avec les mecs qui me font chier, en fait. Un peu cash. Parce que moi, aller discuter de fric avec des mecs qui en ont plein et qui pour aller pour jouer au golf, j'en ai rien à cirer, tu vois. Voilà. Donc, j'avais besoin, envie d'autre chose. Le trading, le quitter, je ne pouvais pas. C'est ce qui me fait vivre, c'est ce qui me plaît, c'est ce qui m'amuse, c'est ce qui fait que je passe des heures en face des écrans en recherche. Et c'est voilà. Et mais en revenu, même si aujourd'hui je suis plus à l'aise, évidemment. Donc j'ai eu l'idée de me lancer un défi, qui était de me sortir de ma zone de confort. Et ma zone de confort à moi, c'est tout sur ce que je fais là. C'est-à-dire, c'est tout sur discuter avec toi en fait en vidéo. Ma zone de confort, c'était d'être en face de mes écrans, de réfléchir, de la fermer tout seul. Voilà. Bon. Et mais ça, c'était trop facile et je me suis fait peur en me disant, je suis encore relativement jeune, puisqu'à l'époque, ça faisait que 20 ans que j'étais dans le trading. Donc, et je me disais, est-ce que tu vas vivre jusqu'à ta retraite, que tu n'auras pas parce que tu vas faire juste ça, mais tu ne recherches pas la retraite, mais est-ce que tu vas vivre jusqu'à tes derniers jours à faire que du trading et à discuter avec tes écrans? J'ai trouvé que le deal était assez moyen et autant j'aimais ce que je faisais, autant je me suis fait peur. Je me suis dit, tu es déjà un peu coincé, là tu vas finir un peu. Bon. Donc j'ai eu l'idée de me dire, allez, on va se lancer un défi qui est de lancer une fintech, donc e-Invest, pour accompagner et les particuliers qui veulent se lancer dans le trading de manière sérieuse et les professionnels, donc les gérants de fonds, qui aujourd'hui travaillent surtout avec l'analyse fondamentale et qui n'ont pas le timing pour rentrer sur les marchés. Voilà. Donc, mon job aujourd'hui, c'est tout simplement, j'accompagne des fonds professionnels, notamment sur les entrées, les sorties, parce qu'eux, effectivement, ils font surtout
de l'analyse fondamentale, et même s'ils écoutent un peu l'analyse technique, ils n'ont pas des cellules spécialisées où c'est relativement rare, où ils n'y croient pas. Moi, je leur ai démontré avec mes résultats que ça marche et que voilà. Donc, il y a échange de bons procédés. Et après, je forme aussi des traders individuels très motivés, très intéressés, sélectionnés presque, c'est-à-dire que je fais, si tu vas sur le site eWinvest, il n'y a pas de vente en ligne, je ne vends rien en ligne, rien. Alors, il y a des webinaires qu'on peut acheter via des simples mails, oui, c'est le seul truc, mais encore souvent, j'échange pour savoir s'ils ont lu mon livre, s'ils savent qui je suis avant de savoir, parce que franchement, vendre un truc qui ne sert à rien, ça me gonfle au plus haut point. Voilà, donc ça ne m'intéresse pas, donc je forme en très petit nombre des gens que je connais bien, qui deviennent des amis, et on s'amuse à faire du trading ensemble sur un groupe fermé, réduit. Certains sortent au bout d'1, 2, 3 ans en vivant de leur trading. Voilà, donc c'est très bien. Je veux dire, on reste amis. Enfin, voilà ce que je fais, plus les professionnels, et ça me permet, voilà, je pense que si je n'avais pas eWinvest, je n'aurais pas eu le plaisir de te connaître, puisqu'effectivement, je ne suis pas très actif sur les réseaux, je ne suis pas très machin. Ce n'est pas ce que je recherche. Vraiment, je trade, c'est mon activité pro principale. Après, j'ai eWinvest qui est mon plaisir, avec le truc avec lequel je m'amuse, où je sors vraiment de ma zone de confort. Je fais des choses qui m'obligent à sortir le trader de ça, voilà. Donc c'est fun à faire, Et voilà où c'est que j'en suis. C'est bien, Bernard, ce que tu avais dit. Tu m'avais dit à moi, quand on avait discuté ensemble, que si demain, tu en avais marre de faire du coaching et que tu avais prévenu donc justement ceux avec qui que tu en as marre et que tu as envie juste de reprendre, de ressortir de ta zone de confort et revenir comme tu étais avant, tu pourrais le faire. Donc en gros, tu peux très bien te contenter de ton trading, ne rien vendre à côté et ça te va très bien comme ça. Si jamais ça te gonfle, tu peux très bien… Ah oui, mais ils sont avertis. D'ailleurs, dès la deuxième année dont j'ai créé eWinvest fin 2016 en gros, donc j'ai réfléchi 2 ans pratiquement à savoir ce que je fais, ce que je fais pas, puis comment je le fais. Et la deuxième année, je me suis rendu compte que ça me prenait une énergie folle quand même de transmettre et de supporter les gars qui avaient des soucis sur les coachings, etc. Donc je me suis dit, putain, fais chier. Parce que je peux me dire les choses comme ça, il dit, putain, fais chier. J'arrête tout. Et vraiment, en fin d'année, je leur avais dit, j'arrête. Et là, écoute, franchement, il y a un truc qui s'est produit à moi. J'ai eu des réussites, des gars qui, réussites avec en fait les mecs que j'accompagnais. Et je me suis rendu compte de manière claire que les émotions que je ressentais avec la réussite des mecs et les émotions que je ressentais lorsque j'étais en formation, que je partageais, que je discutais, le lien que je t'ai envoyé, par exemple ce matin, où j'essaye de transmettre mon énergie ou ce que je fais, comment le faire, ce qu'il faut le faire, enfin bref, je me suis rendu compte que je prenais un immense pied, un plaisir immense à ça, et que ce plaisir-là, je ne le trouvais pas avec le trading. Voilà. Donc, tout en restant, j'insiste bien, tout en restant à des niveaux de maîtrise. C'est-à-dire que je ne peux pas faire un truc gros parce que mon job, c'est trader. eWinvest, franchement, c'est Nefle. Et le faire grossir, c'est pas un truc qui m'intéresse plus que ça. Le faire vivre, oui, que c'est fun, ça oui. Et puis après, ce qui m'a plu, voilà, j'ai obtenu la bourse French Tech avec la BPI, dont tous les algorithmes que tu vois ou tous les indicateurs que tu vois en fait à l'écran ont été validés via une étude avec la BPI. Ce n'est pas rien, donc je veux dire, ça veut dire que voilà que l'étude était sérieuse, qu'elle est validée. Enfin bref, voilà, c'est sérieux.
eWinvest a été lauréat du réseau Entreprendre. Là aussi, ça veut dire que tu vas pitcher devant des chefs d'entreprise pour leur expliquer le projet, le marché, enfin bref. Donc, c'est des trucs vraiment qui m'ont plu, qui me plaisent. Voilà, c'est autre chose que le trading. La formation, c'est aussi autre chose que le trading. Et puis après, il y a un truc qui m'interpelle vraiment avec la formation et qui a fait que ce que tu as sous les yeux avec l'écran, les indicateurs que j'ai créés, que j'améliore, que j'accompagne, etc., c'est aussi l'idée, c'est aussi grâce aux abonnés, grâce à ce que je coach, grâce à ceux que j'accompagne, avec leur retour, puisque je vois bien que l'idée, c'est l'objectif, c'est d'essayer de simplifier au maximum le message, donc de faire un entonnoir, de trouver comment on va réussir à simplifier au maximum le truc. Le slogan initial d'eWinvest, c'était démocratiser, et j'y crois vraiment. Je crois que c'est possible de simplifier au maximum, sachant qu'on est dans un domaine, et je le dis, très compliqué, très complexe, avec beaucoup de paramètres, la gestion du risque, les émotions, la psychologie, mais simplifier au maximum la technique. Et ça, ben, tu y arrives en discutant, en partageant, enfin, etc. Voilà. Et donc ça, c'est ce que tu fais. Et donc concrètement, tu as créé wInvest, c'est ça? Tu as créé wInvest et aussi tu as écrit des livres. Et tu as sous la main les couvertures de livres que tu as fait. Donc tu pourrais les montrer ici. Comme ça tombe, il y en a qui ne te connaissaient pas personnellement, mais qui ont vu tes livres parce qu'ils sont sur Amazon, ils sont sur la Fnac, il me semble. Enfin, moi, en tout cas, je les ai vus, tes livres. Je les ai vus, ils me parlent, je les ai jamais lus, mais j'ai vu la couverture. Donc comme ça, au moins, s'il y a des personnes qui l'ont déjà vu, au moins, ils vont savoir qui est l'auteur. Voilà. Alors, celui-là, c'est celui que j'ai écrit en 2008, j'étais à Genève. Et celui-là, c'est en 2016, je venais de quitter Genève, donc j'avais un petit peu plus de temps. Donc, voilà, vous les trouvez effectivement sur Amazon, etc., évidemment. Et en gros, ça, quand tu mets stratégie de marché, c'est vraiment ce que tu utilises tous les jours. Oui. C'est ça. Ouais. Alors, les deux livres, il y a de la thé classique dedans, parce qu'effectivement, lorsque tu écris un livre, tu ne sais jamais à qui. Si le gars qui l'achète ne connaît pas du tout le chartisme, le chartisme japonais, etc. Donc il faut qu'il y ait un certain nombre de choses dessus. Après, moi, je parle beaucoup effectivement de gestion du risque, de mental. Je parle beaucoup de l'organisation, car je crois beaucoup que c'est un métier trader, que c'est pas qu'on n'est pas là. J'arrive le matin, donc la gueule enfarinée, donc à moitié bourré. Je vais trader sur à peu près tout ce qui bouge. Non, j'y crois assez moyennement en fait au résultat. C'est un métier, c'est une organisation, c'est une mise en place, tout ça. Donc, je parle de tout ça et notamment sur les deux, hein, mais donc notamment sur celui qui a en gros donc stratégie de marché. Il y a une dizaine de stratégies explicitées réellement. J'ai eu des commentaires tout un tas ou sur Amazon ou de mails de mecs qui me disent, enfin de lecteurs qui me disent j'étais surpris effectivement, c'est la première fois où j'achetais un livre et où il y avait vraiment de vraies stratégies, c'est-à-dire je rentre sur ça, je sors sur ça, je mets le stop là et je peux affiner la stratégie comme ça, enfin bref, voilà. Il y a de vraies stratégies que l'on peut ensuite, en fonction de son profil, hein, on est investisseur, scalper, on fait du futur, on fait des actions, et qu'on va ajuster, et après, je le dis toujours, les stratégies, vous les prenez et vous les travaillez. C'est pas je prends et je trade, c'est je les prends, je les travaille jusqu'à ce que je trouve vraiment. Ok, magnifique. Si tu veux rajouter un point, je t'en prie Bernard, parce qu'on a parlé donc, de ce que tu faisais actuellement, de ton parcours. On a vu une partie de ta manière de réfléchir sur les marchés, ta philosophie, tes livres. Je ne sais pas si on a oublié quelque chose, un truc que tu voulais dire en particulier en dehors de tout ça.
Non, écoute, moi, je voulais dire que vraiment, je te remercie pour ton invitation. Je suis flatté parce que, comme tu le sais, je suis assez discret sur Internet en général, etc. J'ai pas la volonté de recherche de notoriété ou de je ne sais quoi. J'aime bien être assez tranquille, peinard et faire mon trading et voilà. Après, ça m'amuse de faire tout ça. Donc, je te remercie, je suis flatté et c'est vraiment très sympa. Une invitation qui est très sympa, vraiment, je te remercie. Donc, on ne se connaissait pas, vraiment, j'ai réellement très apprécié toutes tes phrases, tes mots, pesés, sous-pesés, les questions. On voit que tu sais de quoi tu parles. On voit que toi-même, tu maîtrises parfaitement le sujet. Donc, moi, c'est ce que j'aime. Voilà, c'est ce que j'aime dans le partage, la discussion. Donc, c'est top. Écoute, vraiment. Ben, j'ai également aimé, d'ailleurs, tout d'abord, avec grand plaisir, j'ai aimé échanger avec toi parce que j'ai retrouvé beaucoup de points en commun avec toi. Et ça fait plaisir, ça me flatte moi aussi parce que quand tu dis que tu as 28 ans d'expérience et que tu as quand même été directeur d'un fonds en Suisse, à Genève, c'est pas rien quand même. Tu vois, c'est quand même la capitale de la Suisse qui est une référence dans le monde de la finance, la Suisse. Il pèse lourd. Donc, le fait que quelqu'un ait pu travailler là-bas et que je retrouve des points communs, que ce soit dans la psychologie, que ce soit dans la logique, etc., moi, ça me flatte parce que moi, je viens pas d'un milieu institutionnel. Moi, j'aime le milieu institutionnel, j'aime discuter avec des personnes qui ont de l'expérience, comme c'est ton cas, comme c'est le cas d'autres personnes comme Philippe Lermy que tu connais. Et donc, moi, ça me flatte parce que j'apprends des choses et puis je me dis, ça va, je suis pas trop à côté de la plaque malgré que je viens purement du milieu retail, je suis pas trop à côté de la plaque, tu vois. Et donc, ça m'encourage, ça me flatte. Et c'est super bien, tu vois. Allez, c'est des échanges, c'est pas avec n'importe qui que j'échange, tu vois. J'essaie de trouver des personnes qui ont un savoir, qui ont un vécu, qui sont comme toi, des personnes comme Philippe et toi, vous êtes discrets. Vous êtes pas super connus dans le milieu du trading, alors que c'est des personnes normalement comme vous qui devaient être mis en avant. Mais c'est pas ce que vous recherchez, justement, au contraire. Et donc, c'est ça que j'aime bien. C'est pour ça que je viens vers vous. C'est pour ça que moi je viens vers vous, c'est parce que vous êtes clairement des praticiens, vous êtes des personnes qui aimaient pratiquer le trading, et derrière vous cherchez pas à avoir clairement, par exemple, toi tu me dis que tu veux pas, tu m'as prévenu que durant avant qu'on commence ce webinaire là, tu m'as dit je veux pas qu'il y ait énormément de personnes qui me demandent du coaching, parce que ça va être une contrainte pour toi. Philippe Lermy m'a dit la même chose, il m'a dit ça va être un problème parce que je pourrais plus trader. Si je coach, je ne trade pas. Et là, on a vraiment affaire à des passionnés, des vrais traders, et il n'y a que ça qui m'intéresse, et il n'y a que ça que je veux mettre en avant sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est des vrais passionnés. Ben, si tu veux, moi, j'ai des horaires de trading qui sont obligatoires. Je sais que je me limite en trading parce que j'accompagne. J'ai des sessions live, etc. Je fais du coaching que j'ai réduit vraiment depuis un an ou deux en plus, tu vois, pour être vraiment libre entièrement. Donc, j'ai des horaires qui sont obligatoires où là, je prends du plaisir. Mais après, m'ajouter des contraintes pour de la formation et pour du coaching, c'est juste impossible parce que ça voudrait dire que je ne trade plus. Et ça, c'est juste impossible. Si tu veux, j'adore former. C'est génial. Je prends mon pied. Mais il faut juste pas que ça impacte nécessairement négativement mes résultats de trading. C'est obligatoire. Mais je ne veux pas que ça vienne impacter mon trading. Voilà. Je peux autoriser parce que je peux, donc ça va. Mais si c'était trop, je dis stop, je trade, puis c'est fini. Voilà. Donc excellent. Là, j'ai un équilibre qui me va bien entre je suis tout seul, je trade, j'entends rien, je vois rien, etc. Je fais mon truc, je dis ce que je fais et écoute à mes clients, ils connaissent les positions lorsque j'en prends, lorsque j'ai des swings ouverts, ils les connaissent, etc. Lorsque je gagne, ils savent. Lorsque je perds, ils le savent aussi. Je suis trader, donc évidemment que je perds, il n'y a aucun souci.
Mais voilà, il faut que je sois libre. Si tu veux, il y a plus de 25 ans, lorsque j'ai choisi ce chemin-là, c'était pour la liberté, pour faire ce que je veux, lorsque je veux. Une contrainte que l'on s'autorise soi-même, c'est une immense liberté. Donc, former en limitant les contraintes en temps, en nombre, c'est une liberté. Si ça venait à dépasser, si je maîtrise plus le truc et que ça devient... Non, là c'est trop, top, fini. Je retrouve mon entière liberté de faire ce que je veux, lorsque je veux. Eh ben là, au moins, Bernard, ceux qui regarderont cette vidéo et pour les générations à venir, parce qu'elle restera, pourront faire la différence entre un vendeur de formation et un trader. Le vendeur de formation n'a pas de limite. Il y a 1000 demandes, il va vendre pour 1000 personnes. S'il y en a 10 000, parce que c'est son métier de vendre. Alors que toi, clairement, tu dis que si ton coaching est une contrainte pour ton trading, fin, terminé. Voilà. Et bien ça, c'est un trader. Là, c'est le langage, le comportement d'un trader. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on discute ensemble et c'est pour ça que tu vas finir sur ma chaîne YouTube parce qu'il y a moi qui suis passionné de trading, il n'y a que ça qui m'intéresse, c'est des vrais traders. J'en ai marre, moi, des gens qui sont là, qui se disent traders alors qu'ils sont H24 dans des piscines, clairement d'affiliation et de vente de formation et ils viennent te dire je suis trader, ils connaissent rien au trading. Ça me gonfle, tu vois, ils sont mis en avant, ils sont hyper connus dans le monde du trading alors qu'ils ne sont pas des traders. Et les vrais traders sont inconnus, comme toi, comme Philippe Hermy, ils ne sont pas connus du grand public. Et c'est ce que vous recherchez, comme on l'a dit, mais il faut quand même que les nouveaux personnes qui vont s'intéresser au trading sachent ce qui se passe dans la tête d'un vrai trader, comme toi et comme par exemple Philippe Hermy et d'autres dans votre milieu à vous. Et c'est pour ça que je vous donne l'opportunité de pouvoir simplement discuter de votre parcours, de ce que vous pensez réellement, de ce qu'est la réalité du trading, que ce n'est pas du rêve comme les autres racontent, là où ils vendent du rêve, etc. Et c'est pour ça que c'est super intéressant comme échange et je sais que ça va plaire énormément parce que personne ne le fait. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a personne qui prend le temps d'interviewer des vrais traders qui ont de la bouteille, comme on dit, qui ont un parcours, qui sont réellement dans le milieu et qui n'ont pas de frustration à trader devant les autres, à prendre des stop loss ou des targets devant tout le monde, et que parce que c'est simplement leur métier, que aucun problème avec ça. Donc voilà pourquoi j'ai voulu me diriger vers toi. Je suis content que tu aies accepté. Au départ, je me suis dit, comme je sais que tu es discret et comme je sais que tu es beaucoup pris par le temps sur ton trading, ton coaching, les livres et ainsi de suite, je me suis dit, il n'aura jamais le temps. Et en plus, ça va augmenter sa visibilité. Il va avoir de la demande. Il va jamais accepter. Non. Pas accepter, tant mieux. Non, mais après, je joue le jeu. Deux, tu l'as fait de manière très sympa. Trois, après, j'ai Uinvest et je l'assume. Je ne me cache pas. Je veux que Uinvest vive et que ça marche. Donc, il n'y a aucun souci. Donc maintenant, en gros, 10 à 12 formations à l'année, tu vois, 10 à 12 clients à l'année, tu vois, en formation, en accompagnement. Donc, lorsque tu me dis 1000, 10 000, etc. pour les noms, je dis super, mais moi, tu vois, non, mais c'est juste que, de manière, ils le savent, mes abonnés, lorsqu'on est en live, etc., on est 10, des fois 12, tu vois, sur les accompagnements, bon, voilà. Mais, de toute manière, plus je peux en tirer 1, 2, 3 au fur et à mesure que ça sort, mais beaucoup plus, c'est compliqué, je veux dire, parce que je les connais, on discute, on devient amis, c'est-à-dire que fait bon. Bref, c'est juste impossible. Et ton objectif pour toi, en plus, ce n'est pas qu'ils prennent ta formation et puis basta, c'est d'avoir un vrai suivi derrière, qu'ils comprennent et qu'ils y arrivent. Et donc ça prend du temps. Et le faire pour 1000 personnes, pour le faire pour 1000 personnes, c'est pas possible. Et c'est clair, c'est pas que je veux pas, c'est pas que je veux pas, je peux pas, je ne peux pas. Voilà, donc ça peut, vu ce que je fais là, ça ne peut que rester sur un nombre limité. Voilà. J'ai toujours dit, certains de ceux que j'ai formés, qui vivent du trading, ont des idées. Si je peux les aider pour accompagner, mais moi, Uinvest, je peux rester que sur ce que je fais
en nombre réduit et aller plus loin, plus vite, plus haut, c'est juste impossible. Je peux pas, je veux pas, je m'y refuse. Mon job, c'est trader. Et après, de toute manière, tous les gens que je forme, c'est une formation, un accompagnement qui dure au minimum 3 mois. 3 mois de suivi, etc. Et quoi qu'il arrive, je ne vends jamais aucune formation avant d'avoir eu le gars au téléphone, de savoir ce qu'il a dans le ventre, ce qu'il veut faire, et si je serai en mesure ou pas de l'accompagner. S'il n'est pas, ça ne sert à rien. Il m'est arrivé, je me tromper, de rembourser les gars dans très vite. Allez, excusez-moi, mais vu que l'on n'y arrivera pas, on dit stop immédiatement, puisque ça ne sert à rien, je n'y arrive pas. Eh ben, ça, c'est privilégier la qualité à la quantité. Toi, tu préfères en avoir peu, mais que ce soit productif et que tu arrives à quelque chose avec ces personnes-là, plutôt qu'en avoir beaucoup, mais que la majorité te dise j'y arrive pas, et tu passes. Mais ça ne sert à rien. Bah oui. Donc, puisque pour moi, c'est une contrainte de temps, etc. Le plaisir que j'ai avec la formation, c'est le plaisir du résultat. Le gars qui réussit, je veux dire, imagine que j'en ai 100. Je les connaîtrais pas, enfin, ça, et puis toi, tu me dis encore plus. Non, on va dire 100, qui pour moi serait déjà fou. Je les connaîtrais pas, ils me connaîtront pas, je sais pas qui ils sont. S'ils réussissent ou s'ils se plantent, je ne le saurais pas, hormis avoir pris un chèque. L'intérêt est de 0 en ce qui me concerne. Et le chèque, je suis trader. Je me le prends pas lorsque je veux, mais je suis trader. Je veux dire, je trade, je sais faire. Je veux dire, donc si c'est normal et logique de vendre ce que je sais faire, ça ne me choque pas. Mais s'il n'y a que cet objectif-là, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est tout. Donc, il faut que ça reste limité, il faut que ça reste propre, il faut que ce soit bien fait, que tout le monde y trouve son compte. Après, attends, hein, je ne te dis pas que tous ceux qui suivent la formation réussissent, hein, absolument pas. Je ne te dis pas que tous sont ravis, mais c'est comme ça. Moi, je fais le job. Généralement, ils sont plutôt contents quand même. Voilà. Bah magnifique en tout cas Bernard, pour pas que ça soit un film, parce que c'est un film d'Hollywood là, 2h30, on est plus ou moins dans les mêmes laps de temps que Hollywood. Donc pour éviter que pour éviter que cette vidéo soit regardée en 3 fois par les gens, on va s'arrêter là. Je pense qu'on a fait le tour, elle est assez complète, on a vraiment parlé de choses super intéressantes. Et donc bah voilà, pour le mot de la fin. Tu nous as dit donc par rapport aux formations, etc., ta philosophie, nickel. On a tout, on connaît, on en sait beaucoup plus sur toi maintenant. Et je te souhaite une bonne fin de journée et je te remercie, c'est moi qui te remercie d'avoir pris le temps d'avoir fait une vidéo comme ça. Tu n'avais pas l'obligation de le faire, donc je te remercie en tout cas, Bernard. Je ne te remercie pas, je l'ai déjà fait, on ne va pas jouer à se remercier, mais tu sais ce que j'en pense. Et surtout, écoute, vraiment, c'était un immense plaisir et donc au plaisir de rediscuter avec toi lorsque tu le souhaites, dans les conditions où tu le souhaites. C'était vraiment un immense plaisir. Magnifique, Bernard. J'y manquerai pas. Ciao à tous. Je te souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.